Bien, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Thibaut Catravo, je suis professeur à l'Université de Lorraine. J'enseigne à l'École des Mines de Nancy et je poursuis ma recherche au sein de l'Institut Jean Lamour. Alors, je suis responsable d'une équipe de recherche, l'équipe procédés d'élaboration. C'est une équipe qui travaille sur les procédés de métallurgie essentiellement. Et pour en venir au sujet aussi de cette table ronde, en 2021, nous avons construit notre projet, en tout cas la thématique d'avenir de l'équipe qui portait sur la métallurgie durable. Alors dans la métallurgie durable, il y a pas mal de choses que l'on va inclure. Bien entendu, la décarbonation de la métallurgie est un des axes sur lesquels on travaille. On travaille d'ailleurs depuis maintenant quasiment 20 ans sur l'utilisation de l'hydrogène comme agent réducteur en substitution du carbone au niveau de la sidérurgie. Alors, pour cette table ronde, je vais vous présenter les personnes qui participeront à ce débat sur cette thématique. Alors, tout d'abord, nous avons Monsieur Serge Schuffer. Alors, vous êtes ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, en génie chimique, traitement des eaux, et vous êtes responsable développement de plateforme Chemesis depuis 2024. Vous nous parlez un peu plus de votre parcours. Si j'ai bien suivi, vous avez un parcours de votre carrière à être porté sur Arkema, Atofina et Elf Atochem. Alors, nous avons aussi Madame Aline Leleu. Alors, Madame Leleu, vous êtes proviseure du lycée La Briquerie à Thionville. Vous êtes porteur du projet Campus CEDETI, CANTES, qui veut dire Campus d'excellence internationale, transition énergétique et décarbonation de l'industrie. Monsieur Neil MacDonald, donc vous êtes ingénieur en métallurgie de l'UBC au Canada et vous avez aussi un PhD en métallurgie de Carnegie Mellon aux États-Unis. Vous êtes passionné par les procédés industriels et leur décarbonation, c'est ce que vous m'avez envoyé. Et puis, vous avez une expérience de plus de 20 ans en R&D et dans l'industrie sur l'élaboration des métaux et du verre. Depuis 2022, vous travaillez pour Saint-Gobain et auparavant, vous avez été aussi directeur de Metafench à Ucange. Et enfin, Monsieur Thirion, Jean-Luc Thirion, donc vous êtes vice-président d'ArcelorMittal depuis cette année, responsable de la R&D mondiale au niveau du groupe. Vous êtes ingénieur civil des mines de Nancy, vous avez aussi un DE en sciences des matériaux et un MBA de l'ESCP. Alors, je vais maintenant vous proposer simplement d'entamer cette discussion autour de la décarbonation sur la partie concernant votre organisation, savoir comment votre organisation s'inscrit dans la transformation bas carbone et quelles opportunités vous voyez dans cette transition. Je propose de commencer avec vous. Bonjour à tous, alors j'ai le droit de commencer. Donc effectivement, moi j'ai un parcours industrie chimique, puisque je suis dans le groupe alors aujourd'hui Arkema, mais qui est issu de la scission il y a une vingtaine d'années de la chimie du groupe Total entre Total Petrochemicals et Arkema, qui elle-même avait fait suite à la fusion de Total avec Elf Atochem. Donc en fait, c'est toute l'histoire de la chimie en France. Je suis sur la plateforme de Carlin-Saint-Avold depuis 1998. Donc, je suis arrivé là-bas, Elf Atochem, on est passé à Tofina, puis Arkema. Pour revenir au tout début, on évoquait l'histoire de l'industrie dans la région. Donc, on est une plateforme qui est vraiment issue des charbonnages de France, des houillères, avec la valorisation de la chimie, des produits chimiques issus de la carbochimie, puis de la pétrochimie. Et aujourd'hui, la pétrochimie s'est arrêtée, les vaporcrackers sont démantelés et on attaque un virage vers le recyclage, le biosourcé, tout en gardant quand même une base chimie, pétrochimie en termes d'applications de transformation. Donc, mon parcours, effectivement, est dans l'industrie. J'ai fait de l'exploitation, du projet, du démantèlement, puisqu'on a arrêté pas mal d'activités. Et depuis l'année dernière, sur le développement de la plateforme. Donc, Chemesis, c'est une association d'industriels qui a été créée il y a une dizaine d'années. Au départ, pour répondre aux exigences réglementaires des plans de prévention des risques technologiques, ce qui concerne les installations de seuil C, CESO seuil haut,
donc qui impose une collaboration entre industriels présents sur les risques technologiques. Et cette structure a été utilisée et valorisée aussi pour faire connaître les possibilités d'implantation dans la plateforme et plus largement développer la collaboration entre industriels. Si on en vient à la décarbonation, on est aujourd'hui au niveau de cette structure Kemesis, donc en interface avec l'ADEME dans le cadre des projets zones industrielles bas carbone, donc qui sont financés France 2030. Donc l'ADEME nous aide à 50% sur un ensemble d'études qui sont réalisées à l'échelle de la plateforme, donc plusieurs industriels. Je n'ai pas cité, mais il y a Arkema évidemment, dont je suis toujours salarié. Il y a Total Energy, Petrochemicals France, Gazelle Énergie, SNF, des nouveaux startups comme Affiren Neoxy, comme MASH, des plus petits comme Protelor. On a des activités liées à Air Liquide. On a la présence en réseau de Natran, des RTE, du réseau local Energis, de la distribution d'eau. Enfin, on couvre vraiment tout un pan de l'activité. Et donc, dans le cadre de ce projet zone industrielle bas carbone, l'ADEME elle nous accompagne financièrement sur l'étude de trajectoire de décarbonation. Et tout l'enjeu est de les faire ensemble, donc à plusieurs industriels qui n'ont pas forcément historiquement l'habitude de travailler ensemble, puisque, comme on l'a rappelé aussi, tout ça a été sous contrôle de l'État, des houillères. Les privatisations ont fait que chacun est parti de son côté. Les logiques groupes ont pris le dessus. Et là, on est en train, tous ensemble, d'essayer, sur la zone en tout cas, de remettre du lien et du travail en commun sur ces trajectoires de décarbonation. Donc là, c'est des études qui ont été lancées en mars de cette année. On est pour 2 ans d'études. On arrive à peu près à la phase là, de premier bilan avec des compléments à faire pour identifier ce que l'on peut faire. Alors, la particularité de la chimie et de la pétrochimie, enfin des activités qui restent, c'est que la décarbonation est un sujet complexe puisque notre activité de base, c'est produire des produits chimiques qui sont sur base carbone et des quantités qui sont très importantes, parce qu'on est en centaines de milliers de tonnes par an. Et aujourd'hui, il n'y a pas de piste pour décarboner du produit organique base carbone. Donc, nous, on est sur les aspects énergétiques, sur les problématiques de chaleur, de valorisation, mais on ne va pas décarboner la production de produits organiques, ça ne marche pas. Donc le travail en commun, oui, c'est un des sujets complexes de partager avec tous les problèmes de confidentialité de chacun, de transparence qui est limitée par ces logiques-là. Et l'objectif est d'avoir des schémas de trajectoire d'ici fin d'année prochaine et en espérant pouvoir en tirer des projets à plusieurs pour continuer vers cette décarbonation de l'industrie chimique. Chaque groupe a des ambitions, nous on essaie de les traduire tous ensemble au niveau plutôt local, territorial, pour construire ce chemin ensemble. Très bien, merci à tout le monde pour cette invitation. Donc, je suis très content d'être ici avec vous. Alors, Saint-Gobain-Pam, on n'est pas très loin d'ici, donc vous êtes passé juste devant. Donc, Pam, c'est pour Pont-à-Mousson. On est dans une situation assez intéressante par rapport à la question de Thibaut Catravo. Nos produits permettent d'adapter les villes et les sociétés au changement climatique. On fait des produits pour l'eau, des produits qui résistent une centaine d'années. Voilà, donc transporter l'eau, résister aux tremblements de terre, résister aux sécheresses, aux inondations, etc. Ça fait partie de notre métier. En revanche, on est conscient de notre impact environnemental. On fait tourner nos fourneaux. Bon, je sais que les hauts fourneaux, c'est aussi un sujet pour d'autres participants. On fait tourner les hauts fourneaux depuis 170 ans, mais non, il n'y a pas que le CO2. On est le plus grand préleveur d'eau de la région Grand Est, donc il y a aussi une question de stress hydrique, etc. On est conscient de cet impact. Donc notre rôle, je pense, c'est de continuer à développer des produits haut de gamme qui vont continuer à nous permettre de s'adapter à ce changement qui arrive, mais tout en baissant notre propre empreinte environnementale. Donc, je pense qu'on a l'occasion de revenir sur ces sujets de décarbonation, mais ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve, tout en gardant, bien évidemment, l'emploi local aussi dans la région Grand Est et à Pont-à-Mousson, parce que une idée pourrait être de fermer et de faire importer des tuyaux, des plaques de voirie d'ailleurs. C'est pas du tout notre objectif, donc aussi de garder cet emploi local. Et on va revenir, je pense, aussi sur les enjeux techniques et R&D autour de ça. Monsieur Thirion, voulez-vous quelques mots sur ArcelorMittal et la décarbonation ? Oui, ArcelorMittal est un des 2 ou 3 plus grands producteurs d'acier dans le monde. Nous utilisons des hauts fourneaux qui émettent du CO2. Il faut compter à peu près 2 tonnes de CO2 par tonne d'acier produit.
Donc, il y a un enjeu fort de décarbonation. La sidérurgie dans le monde représente à peu près 8% des émissions de CO2. Si on regarde simplement l'industrie, c'est un peu moins d'un quart des émissions de CO2 en Europe. Donc, il y a un vrai enjeu à côté de la décarbonation de l'ensemble des émetteurs de CO2, le principal étant par exemple le transport, bien évidemment, avec près de 40% des émissions de CO2. Donc il y a un enjeu qui est multiple, il y a un enjeu qui est d'abord sociétal, environnemental, évidemment. On souhaite tous aller vers une société décarbonée pour assurer un avenir et pour permettre à nos enfants de vivre dans un monde acceptable dont les directions ont été définies par les accords de Paris il y a quelques années, mais qui en même temps ont beaucoup de difficultés à s'implémenter. Au-delà des enjeux sociétaux, il y a évidemment des enjeux purement commerciaux. Il en va simplement de la vie et du futur de ces entreprises sidérurgiques dont la nôtre, tout simplement parce que il y a une pression fiscale incitative pour que des entreprises comme la nôtre décarbonent, bien évidemment à travers un système de taxe carbone qui de plus en plus est compliqué à manager pour des entreprises comme la nôtre. Donc on est obligé de décarboner de toute façon simplement pour rester sur le marché. Et puis il y a un enjeu commercial aussi tout simplement parce que la décarbonation c'est pas simplement une entreprise ou une catégorie d'entreprises, c'est toute la chaîne industrielle. Et je vous disais que les plus gros émetteurs aujourd'hui de CO2, c'est le transport, c'est l'automobile. Donc l'automobile, par exemple, qui est un de nos clients principaux, est obligé, là aussi, par une pression fiscale, de décarboner en électrifiant les véhicules. Mais une fois qu'ils ont électrifié, c'est là où tout l'impact de l'acier dans les émissions de CO2 apparaît. Et c'est là où, si on veut simplement rester fournisseur de ces constructeurs automobiles, on se doit absolument de décarboner. Et derrière nous, derrière les producteurs d'acier, il y aura toutes les PME, toutes les TPE, en particulier dans cette région, qui devront aussi décarboner parce que c'est la logique de l'ensemble de la chaîne industrielle. Donc voilà un peu les enjeux de la décarbonation de l'industrie de l'acier. Très bien, merci beaucoup. Alors Madame Leleu, je vous passe la parole. Vous n'êtes pas industrielle, par contre vous êtes fortement impliquée sur cette thématique dans le domaine de l'enseignement. Alors, fort de tous ces constats, ceux que nous venons d'entendre, nous avons décidé collégialement, et je remercie l'ensemble des personnalités de cette assemblée, d'avoir depuis longtemps co-construit et être fondateur de ce qui a été proposé comme outil, qui est un campus des métiers des qualifications d'excellence sur la transition énergétique et la décarbonation de l'industrie. Parmi vous, un grand nombre ont participé, que ce soit à l'Université de Lorraine, les grandes écoles, mais aussi des entreprises, telles que vous avez là autour de cette table, à réfléchir à comment demain nous allons accompagner cette transformation auprès des apprenants, quel que soit leur statut, quel que soit leur niveau de déploiement, pour veiller à ce qu'on puisse être présent lors des enjeux qui sont ces enjeux tant climatiques, économiques que sociaux. Et donc, c'est ce pari que nous avons collégialement fait dans le cadre de ce campus. La particularité de ce campus, c'est qu'il est un ensemblier. Et chacun le compose dans son expertise et dans son regard. Et nous pouvons ainsi avoir des regards croisés sur ce que nous attend, tant dans la recherche, mais aussi dans la mise en œuvre du Bac+8 à Bac-3 à destination de l'ensemble de la chaîne de formation. Vous voyez bien que nous avons des objectifs qui sont tous les mêmes et qui sont communs, qui est celui d'adapter la formation, qui est celui d'attirer les talents et d'innover pour demain. On a fait depuis ces quelques temps un ensemble de constats qui étaient liés à des décisions, soit politiques, soit sociétales, soit économiques, mais je pense que nous pouvons compter sur nos énergies et notre capacité à nous renouveler pour pouvoir demain attirer les talents et répondre aux enjeux qui sont des enjeux nationaux, forts, et pour lesquels nous sommes tous mobilisés. Très bien, merci beaucoup. Alors, de l'ensemble des éléments que vous avez émis lors de votre présentation, il y a ces trois thématiques qui ressortent. La première, c'est le contexte économique, la viabilité d'une activité qui est en train d'évoluer.
et ça serait la première thématique que nous aborderons aussi dans le cadre de cette table ronde. Nous verrons ensuite les aspects plutôt technologiques et scientifiques, puisque nous n'aurons plus les mêmes outils forcément entre aujourd'hui, des outils qui se basent sur l'utilisation du carbone et surtout les émissions de CO2 finalement. Quand on parle de décarbonation, le problème il est là, c'est les émissions de CO2. Et un troisième volet qui portera plutôt sur les aspects attractivité, alors plutôt, je dirais, formation, besoin en formation et propositions en termes de formation. Concernant les aspects économiques, donc Monsieur Thirion, vous en aviez parlé, voulez-vous revenir sur ce point? Donc les aspects, vous avez parlé des aspects plutôt des taxes, il y a aussi d'autres outils qui existent aujourd'hui pour inciter les industriels à faire évoluer leurs activités avec une certaine attractivité ou pression économique, ça dépend comment on le voit. Qu'en est-il de votre côté? Alors effectivement, il y a une pression économique qui est normale, qui est pour inciter les entreprises et l'ensemble de la chaîne industrielle à évoluer, à se décarboner. On parlait des taxes carbone, qui deviennent de plus en plus des outils pour inciter les entreprises à y aller dans cette direction. Et ce qui est vraiment important, c'est que ces taxes carbone sont en train réellement de devenir de plus en plus difficiles à supporter par l'industrie. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a un système d'échange de quotas carbone qui se fait entre les différentes entreprises. Et puis jusqu'à présent, il y avait des quotas de CO2 gratuits qui étaient donnés aux entreprises. Et ces quotas vont progressivement disparaître. Tout ça est sain et théoriquement valable. Le problème, c'est que l'État, et en particulier les institutions européennes, ont conduit ce système à une distorsion de la concurrence en faisant en sorte d'exclure les entreprises hors européennes de ce système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, les entreprises européennes payent ces taxes carbone. Les entreprises chinoises qui exportent de l'acier ou des véhicules en Europe ne les payent pas. Donc vous avez une vraie distorsion de la concurrence qui fait que progressivement ce système ne marche pas. Pendant 2 minutes, je vais me faire le porte-parole également de l'industrie automobile. Le moyen qui a été indiqué pour que l'industrie de l'automobile progresse en matière de décarbonation, c'est de les obliger par un système de taxes important à aller vers l'électrification. Ce système de taxes est vraiment important pour un modèle de véhicule fabriqué à 500 000 véhicules. Aujourd'hui, un véhicule qui produirait 100 grammes de CO2 par kilomètre au lieu des 95 grammes de CO2 par kilomètre, ce qui est déjà un très bon résultat, payera près de 300 millions d'euros de taxes pour un véhicule. Donc, c'est un système extrêmement difficile à suivre pour l'entreprise automobile, d'autant plus que ce système n'est pas appliqué, encore une fois, aux exportateurs chinois. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Ce que le législateur a oublié aussi, c'est que forcer les entreprises par la fiscalité à aller vers l'électrification ne pouvait se faire qu'avec une analyse économique et une analyse de société. Est-ce que chacun d'entre nous était prêt à aller très vite vers l'électrification? L'expérience prouve que c'est pas le cas. Aujourd'hui, vous avez un pourcentage de véhicules 100% électriques qui est insuffisant et qui fait que la décarbonation des véhicules ne se fait pas au rythme attendu. Vous avez même aujourd'hui, dans cette industrie de l'automobile, sur la pression politique de nos collègues allemands, vous avez de plus en plus la volonté de revenir sur les enjeux de 2035 qui sont l'exclusion du véhicule thermique. Donc là, vous avez un peu l'exemple de ce qui se passe, de bonnes idées de principe pour tirer tout le monde vers la décarbonation et une application politique qui manque et qui pénalise l'ensemble de l'industrie européenne par rapport à nos concurrents. Est-ce que vous souhaitez réagir? Oui. Donc, alors moi, c'est plutôt pour la chimie, mais l'analyse de la situation est exactement la même. Actuellement, la chimie met sous pression, pareil, pour décarboner, quota de CO2, et on fait face à des importations chinoises à des prix difficilement tenables, et en tout cas qui ne permettront en aucun cas aujourd'hui de financer la décarbonation de l'industrie actuelle. C'est une question de survie déjà aujourd'hui simplement. Alors en plus investir les sommes qui apparaissent, la Arkema sur la plateforme investit 150 millions actuellement pour moderniser des colonnes de distillation pour gagner 20% sur les émissions de CO2.
Si on veut arriver aux objectifs de zéro, ça va être plusieurs fois cette somme-là. Aujourd'hui, c'est absolument impensable dans le contexte économique. Donc effectivement, on a un vrai sujet de possibilité d'évolution. Alors il y a d'autres domaines, c'est le biosourcé qui essaye de monter, mais là, les ressources sont déjà en limitation de capacité. La solution biosourcée, c'est pas une solution sur des gros volumes parce qu'il n'y a pas la matière première. Ça vient en concurrence avec l'alimentaire, ce qui va pas non plus être acceptable. Donc effectivement, la sortie va être aujourd'hui est assez compliquée à identifier. Il y a plein d'idées, il y a plein de solutions techniques, mais ça va coûter très cher et au final, c'est le produit fini, le produit commercialisé qui va le payer. Et donc tout le monde, mais je suis pas sûr, comme je disais, que tout le monde est prêt à accepter de payer davantage pour avoir des produits décarbonés. En tout cas, c'est pas ce que nous disent nos vendeurs. C'est décarboné, c'est bien, mais c'est pas plus cher au prix de vente. Peut-être réagir et puis ajouter un autre exemple parce que nous, on est plus exposé au marché public parce que l'eau, les réseaux d'eau sont un bien public très souvent. Et peut-être nuancer aussi sur la partie quota CO2. Donc effectivement, les projets de décarbonation, quand on a des projets, une piste déjà qui est claire comme la sortie des hauts fourneaux, ça coûte excessivement cher. Donc le capital nécessaire est extrêmement élevé. À Saint-Gobain, nous n'avons pas beaucoup de hauts fourneaux, c'est déjà très cher pour nous. Donc des groupes comme ArcelorMittal, ThyssenKrupp, etc., c'est encore plus cher. Donc c'est vrai que les taxes carbone permettent des subventions d'État ou de l'Europe qui peuvent aider un petit peu. Mais malgré ces subventions, ces projets souvent restent pas rentables parce qu'en plus d'avoir un capital très élevé, il y a également des coûts opérationnels qui sont élevés. On va changer de matière première. C'est pas pour autant qu'on fait tourner des hauts fourneaux. Il y a à peu près 2/3 de l'acier en Europe qui est produit avec des hauts fourneaux. Il y a 1/3 aux États-Unis. C'est parce que le marché n'est pas le même, le prix d'électricité n'est pas le même, la disponibilité des ferrailles ou d'autres matières premières n'est pas la même. Donc on pousse l'électrification des procédés, mais c'est vrai que la rentabilité ne vient que par l'évitement finalement d'une taxe CO2. Ça ne fait pas forcément gagner en compétitivité par rapport aux importations ou par rapport à d'autres procédés. Par rapport au quota de CO2, je pense qu'il y a une opportunité qui va arriver parce qu'avec la baisse d'allocation gratuite que tous les sites ont selon un système de benchmark qui met à jour tous les 5 ans, il y aura un système de contrôle de carbone à la frontière qui sera mis en place pour un peu compenser. Donc l'idée, c'est d'avoir un terrain de jeu à égal. Alors ce système est très loin d'être parfait, c'est un système européen, donc c'est super compliqué pour tout le monde. C'est plutôt en faveur des producteurs. Donc PAM, on est producteurs, donc c'est plutôt en faveur de nous. En revanche, les utilisateurs derrière, donc l'industrie automobile par exemple, qui va devoir assumer et faire passer ces taxes à d'autres personnes, effectivement, ça ne fait pas baisser les coûts pour tout le monde et donc de faire gagner en compétitivité forcément toutes les entreprises européennes. Pour revenir sur notre exemple, donc nous on est, comme je dis, très soumis au marché public. Nous on va être en partenariat avec, quand je dis nous, je dis PAM, avec les entreprises de TP pour proposer à des collectivités de la région Grand Est ou ailleurs en Europe et dans le monde une solution de réseau d'eau. Donc déjà, on est en concurrence non seulement avec d'autres producteurs de fonte qui viennent d'Inde, de Chine, on est en concurrence avec des plastiques, désolé, on est en concurrence quand même avec quelques produits organiques qui sont très, très compétitifs sur certaines gammes. Et je pense qu'il y a aussi dans les appels d'offres, parce que ça, l'État peut agir directement, dans les appels d'offres, il y a des outils qui existent pour inciter des achats européens, que ce soit des achats de plastique ou des achats de fonte, pour mettre en place des critères de performance carbone, des critères RSE, donc autres que carbone, donc par exemple en termes de santé et sécurité des travailleurs, en termes d'inclusion, etc. Et ces mécanismes sont assez rarement mis en place. Je dirais, donc il y a des subventions pour inciter les industriels. Il y a les taxes carbone et le côté CO2 qu'on peut nous pousser financièrement à la faire. Il y a également l'État en tant qu'acheteur, les collectivités en tant qu'acheteurs pour nous inciter aussi à décarboner en disant si vous le faites, vous avez un avantage concurrentiel par rapport à la fonte indienne. Donc je pense que ça, c'est aussi un rôle très important qui est disponible, mais qui est très peu utilisé dans les marchés publics. Très bien, merci beaucoup. Alors, par rapport à ce que vous expliquez, moi j'ai juste une petite anecdote, c'est concernant les émissions de CO2 en France par l'industrie. Et si l'on compare les émissions entre 2005 et 2024, on s'aperçoit que la chute est phénoménale, c'est spectaculaire. Alors, je trouvais ça vraiment plutôt positif, assez enthousiasmant, jusqu'à ce que je vois du côté de la Lorraine les 2 gros spots concernant la métallurgie qui avaient complètement disparu. Donc on aurait complètement dépollué et évité les émissions de CO2 en Lorraine. Et là,
François, tout à fait. Oui, en 2011, nous avons arrêté le fonctionnement des hauts fourneaux. Certes, moins de CO2 émis en France. Si c'est parce que nous avons une industrie qui est plus vertueuse, c'est une excellente nouvelle. Si c'est simplement le résultat d'une désindustrialisation, c'est là où on voit bien à quel point les enjeux économiques sont tendus et fragilisent finalement notre industrie sur le territoire, où il faut trouver le bon équilibre entre une incitation, mais pas forcément que ce soit trop contraignant pour que les entreprises continuent à vivre et à évoluer et à investir dans des nouvelles technologies. Alors, quand on parle aussi de décarbonation, c'est décarboner, allez, on va dire à 10%, 20%, peut-être qu'on va trouver des leviers assez simples, faire des économies de chauffage, faire du recyclage, la valorisation de quelques énergies. Si on passe à 0%, l'enjeu est tout autre. 0%, ça veut dire qu'il faut tout revoir en profondeur. Pour un métallurgiste, c'est s'affranchir totalement du carbone. C'est complètement différent de valoriser pas mal de gaz chauds qui peuvent sortir des différents procédés. Donc, les enjeux financiers, les temps aussi de développement, proposer des technologies en rupture pour le 0%, tout de suite, c'est une autre conséquence. Et c'est un peu la deuxième thématique que l'on va aborder aussi. Quels sont de votre côté, finalement, les projets qui amèneront à descendre de manière drastique les émissions de carbone, de CO2? Vous voulez commencer, Monsieur Thirion? Oui, alors, premièrement, d'abord, par rapport à votre anecdote, vous avez tout à fait raison. Hein, ce qui est en concurrence avec la décarbonation de l'industrie, c'est clairement la désindustrialisation que certains voudraient pousser. Et c'est ça le risque. Hein. Il vous aura pas échappé qu'effectivement, les hauts fourneaux à Hayange ont été fermés en 2012. Hein, et c'est le genre d'événement, malheureusement, qui contribue à décarboner pour l'instant. Aujourd'hui, le point de vue technologique nous a conduit depuis des années à développer beaucoup de technologies qui sont très souvent proches de l'industrialisation. Certaines ont été industrialisées pour réellement décarboner l'industrie sidérurgique. Alors, le procédé classique, ce sont les hauts fourneaux. Hein. Les hauts fourneaux, vous connaissez, vous mélangez du charbon et du minerai de fer et ça produit du CO2. Donc, les alternatives, c'est de travailler avec de l'acier recyclé, hein, d'augmenter progressivement les quantités d'acier recyclé qui sont utilisées. Évidemment, ça contribue à réduire les émissions de CO2. L'autre principe très simple, c'est de travailler avec des fours électriques, de réduire les émissions de CO2. Je vous disais tout à l'heure qu'avec le haut fourneau, on produit à peu près 2,2 tonnes de CO2 par tonne d'acier. Avec un four électrique, on tombe à peu près à 600 kilos. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est efficace sur le principe et on a beaucoup progressé en particulier sur le management des éléments résiduels. Hein. Quand vous mettez dans le four électrique des ferrailles, vous avez des éléments chimiques qui sont pas très favorables à certaines propriétés. On manage cela de mieux en mieux. La question, c'est avec ces fours électriques, on peut maximiser l'utilisation des ferrailles. Il y a un vrai problème économique au niveau de l'utilisation des ferrailles. Il n'y a pas, comme il y a une croissance permanente de l'utilisation de l'acier dans le monde, parce que malgré les problèmes, l'acier est très utile aussi pour la décarbonation. L'acier sert à faire des véhicules électriques. L'acier sert à faire du photovoltaïque, hein, à transporter par exemple du CO2 ou de l'hydrogène qui sont les éléments qu'on a à transporter aujourd'hui plutôt que du pétrole et du gaz. Donc, l'acier est très utile pour ça. L'acier croît et donc il n'y a pas assez de ferraille dans le monde. Et en particulier, il n'y a pas assez de ferraille de bonne qualité. Donc, il y a un vrai marché de la ferraille qui est compliqué. Donc, vous avez besoin d'utiliser du minerai de fer aussi, malgré tout, et de pré-réduire ce minerai de fer. Donc, le minerai de fer, vous pouvez le pré-réduire par du gaz naturel. Vous produisez encore pas mal de CO2. Ou vous pouvez le réduire par l'hydrogène. Hein, et c'est votre spécialité. Oui, de l'équipe. Ouais, je pense. Et donc, le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'hydrogène vert
en Europe, en tout cas pas assez. Hein. Et on n'est pas la seule industrie qui a besoin d'hydrogène massivement pour avancer dans ce domaine. On manque complètement d'infrastructures et on manque complètement d'hydrogène vert. Alors il y a encore d'autres moyens de décarboner. Par exemple, vous pouvez capturer le CO2 hein, et puis l'enfuir dans les couches géologiques. C'est quelque chose qui a du mal à se développer, c'est coûteux, et puis d'un point de vue sociétal, c'est plus ou moins bien accepté, hein, avec des risques qui sont pas toujours maîtrisés. Vous avez aussi l'électrolyse hein, du minerai de fer, qui est quelque chose qui se développe très bien, où avec de l'électricité simplement, vous électrolysez le minerai de fer et vous faites des plaques de fer pur qui peuvent là aussi décarboner et contribuer à décarboner. Et c'est quelque chose qui est particulièrement possible dans les régions à production d'énergie verte, entre guillemets, comme la France, hein, théoriquement, où grâce au nucléaire, on peut avoir un bilan carbone qui est acceptable sur ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de technologies comme ça qui sont en développement, qui ne demandent qu'à être industrialisées et qui simplement ont besoin du coup de pouce non pas tant en termes d'aide, mais simplement du coup de pouce pour que on trouve un business plan, hein, c'est-à-dire pour que le surcoût de toutes ces technologies soit accepté par l'ensemble de la chaîne industrielle et économique. Très bien, merci. Alors, effectivement, alors pour revenir à l'électrolyse, il me semble que, bon, j'ai vu les débuts à Mézières il y a 15 ans maintenant. Aujourd'hui, vous en êtes à l'utilisation et au développement d'un pilote sur le site de Mézières-les-Messes. Oui, absolument. C'est un projet qui s'appelle Volteron, qui s'est appelé Siderwind dans le passé, qui a été supporté par des subsides européens et régionaux. On a un gros pilote aujourd'hui. Je pense qu'on est proche d'un TRL 7, si vous voulez. On n'est pas encore complètement industriel. L'étape suivante, c'est un gros prototype industriel qui est en cours de discussion avec un certain nombre de partenaires, en particulier notre partenaire John Cockerill. Sur ce domaine, mais ce sont des technologies qui, lorsqu'elles seront industrialisées, seront extrêmement chères, hein, donc qui devront passer par une analyse en termes de business plan d'abord en termes d'investissement, bien évidemment, et c'est la problématique de l'ensemble de notre industrie, être capable de faire les investissements qui se chiffrent dans ces domaines à des milliards d'euros, hein, même pour une entreprise comme ArcelorMittal, c'est beaucoup. Et puis, d'autre part, il faut trouver un business plan. C'est-à-dire que produire de l'acier sous cette forme-là, ça sera plus cher que de produire de l'acier par au fourneau. Donc, ça veut dire que ça se répercutera sur le prix de l'acier, ça se répercutera sur le prix de la voiture ou du bâtiment, et ça se répercutera sur les coûts qui seront demandés à l'utilisateur final. Et là, aujourd'hui, on n'a pas de business plan. Clairement, l'utilisateur final n'est pas prêt à payer encore plus cher sa voiture ou son bâtiment. Alors juste pour ajouter peut-être de manière implicite, ce que vous expliquez, c'est finalement, quand on a un haut fourneau, on a aussi toute la chaîne jusqu'à toute la partie à chaud. Et on a aussi finalement une aciérie qui va être dimensionnée avec les procédés qui sont adaptés à la fonte liquide fournie par le haut fourneau. Quand on passe sur un autre produit, donc si on a par électrolyse du fer métallique, on n'est pas encore au niveau de l'acier, finalement on récupère les éléments métalliques. Il va falloir aussi avoir l'usine, et donc plutôt une aciérie électrique de ce côté-là, puisqu'on a un produit à froid massif. Il va falloir aussi créer l'infrastructure qui se trouve après, même si on la connaît déjà. Aujourd'hui, on n'est pas dimensionné sur le territoire, ou même là où il y a des hauts fourneaux, on n'a pas forcément l'usine en mesure d'accueillir ces nouvelles capacités, ces nouveaux produits. Donc ça demande aussi ces investissements en plus, oui. Merci beaucoup. Est-ce que monsieur McDonald, Donc, si je reviens sur la plateforme Chemesis, un multi-industriel, on a ces réflexions-là. Alors, chacun les a et le travail que l'on a en commun, c'est de construire tout ça. On a l'ADEME donc, qui pilote les projets ZIBEC, il y en a une dizaine en France, fait des plénières. Un des retours que l'on a côté Chemesis, on est un peu dans les derniers, il y en a qui ont commencé plus tôt. Certains sont sur leur trajectoire de décarbonation, mais effectivement, ce constat, c'est par arrêt d'activité. La plateforme à Carin-Saint-Avold a énormément baissé ses émissions de CO2. L'arrêt des 2 vapocraqueurs, il y est pour beaucoup, mais c'est de l'arrêt d'activité aussi. Donc, pour le moment, la tendance, c'est on décarbone par arrêt d'activité. Demain,
Les industriels historiques, on travaille sur des procédés. Donc là, effectivement, pour descendre à un impact zéro, c'est des évolutions majeures de process. C'est de la captation de CO2, puisque comme on est comme sur l'organique, à un moment donné, c'est difficile de se passer de carbone, donc on a toujours des émissions. Donc effectivement, des investissements majeurs. Derrière, qu'est-ce qu'on fait de ce CO2 pour l'évacuer? L'autre piste, c'est des projets que l'on a vu passer, qui sont arrêtés, d'autres qui reviennent, c'est le recyclage plastique. Donc on avait un grand projet Parks porté par Suez qui a été arrêté parce qu'effectivement, entre le coût qui montait et le marché qui ne payait pas le surcoût lié au recyclage, ils ont arrêté leur projet. Actuellement, on en a un nouveau qui est en cours, donc une société américaine, Cirque, qui a un grand projet de recyclage polyester-coton, donc du vêtement. Alors lui se base sur les règles européennes qui vont imposer aux producteurs de vendeurs de vêtements de mieux maîtriser la fin de vie, ce qui leur laisse un espoir de pouvoir fonctionner, parce que c'est sûrement pas, encore une fois, avec la vente du produit recyclé qu'ils vont pouvoir vivre si c'est au prix marché. Donc ça, c'est un projet de 450 millions d'euros qui est en cours de préparation. On espère tous qu'il aille au bout. Ça fait quand même le deuxième ou le troisième dans le domaine du recyclage qui se présente. Pour le moment, les autres ne sont pas finalisés. J'évoquais la biomasse. On a un acteur biomasse qui a démarré il y a 3-4 ans, qui a été liquidé il y a 1 an et demi. Parce que pareil, son marché ne supportait pas ses coûts. Un autre est en cours de stabilisation de son process. Pour le moment, il est toujours là. On espère qu'il arrivera à trouver son équilibre. Un troisième qui était sur un solvant biosourcé, lui, il a même pas réussi à construire. Il est parti en liquidation avant la construction. Donc on voit effectivement des grosses difficultés sur le développement de toutes ces filières. Entre le beau projet sur le papier start-up et la réalité industrielle, il y a un écart en plus qui rend les choses compliquées. L'autre piste qui arrive, c'est l'hydrogène, puisqu'on a Verso Énergie qui vient d'annoncer avec la sidérurgie allemande un contrat pour fournir des milliers de tonnes d'hydrogène d'ici fin de la décennie. Il reste juste à construire son usine, à construire les réseaux avec Natran et d'arriver à faire fonctionner tout ça dans le délai. Là aussi, on parle de centaines de millions d'investissements pour un tout petit début de décarbonation de la sidérurgie. Si on voit les milliers de tonnes d'hydrogène qu'il faudrait pour assurer la conversion, derrière, effectivement, quelle électricité pour alimenter tout ça? Parce que c'est pas le tout d'avoir des électrolyseurs, il faut encore leur fournir du courant et qu'ils ne soient pas la centrale à charbon d'à côté. Sinon, le bilan total, il n'est pas phénoménal. Bon, la centrale à charbon doit s'arrêter cet hiver, ça doit être sa dernière séquence. Donc oui, c'est l'économie de tous ces modèles de décarbonation commence à rentrer vraiment dans le dur. Les actions qui étaient faisables chez chacun avec une approche de rentabilité accessible, ils sont faits ou en cours. L'étape d'après se révèle bien plus compliquée et surtout aura un impact sur le coût de production globalement et donc sur les prix de vente et les prix marché. Et si on ne le fait pas, c'est que les usines s'arrêtent ou qu'on ne décarbone pas. Mais il n'y aura pas de solution de décarbonation sans impact. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on n'en voit pas. Peut-être une question un peu naïve. Finalement, tout à l'heure, vous parliez effectivement du fait que vous êtes un producteur sur des matières carbonées. Le fait de travailler sur du carbone et émettre du CO2, à quel point c'est indissociable? C'est ça. Moi, je ne suis pas du tout du domaine, donc c'est un peu la question que je me posais. Et puis, j'imagine que quand vous êtes sur des matières, des hydrocarbures, il y a aussi toute cette énergie qui est contenue dans cette matière première et qu'il va falloir aussi remplacer par quelque chose qui coûtera très cher. Que ce soit, on va repartir de l'électricité à un moment donné, de toute façon, et c'est là aussi où on va avoir un impact très fort sur le prix de vos de production. Oui, alors si on revient en plus là-dessus, il y a encore une autre complexité, c'est que l'activité sur la plateforme historique qui reste, donc c'est les acryliques d'Arkema et les polymères de Total Energy. Dans les deux cas, le produit de départ est issu de la pétrochimie, le vapocracker. Mais les vapocrackers, eux, ils sont adossés au raffinage, puisqu'ils valorisent une coupe de raffinage en pétrochimie, donc en produits éthylène, propylène, styrène, de base pour l'industrie chimique, les plastiques. Et le raffinage, il est d'abord là pour faire du carburant. S'il n'y a plus de carburant, il y aura difficilement des raffineries, donc il n'y aura plus de vapocracker, donc on n'a plus de matières premières. Et aujourd'hui, il n'y a aucune piste imaginée, connue, pour remplacer. Alors, le biosourcé, ça existe, il y a des recherches, mais la ressource ne sera pas là. Si je prends Arkema à Carlin, c'est 400 000 tonnes de produits finis par an. C'est majoritairement du carbone quand même. Donc, quand on voit également les performances de rendement des process biosourcés,
400 000 tonnes de produits finis, c'est des millions de tonnes de matières premières. On ne les trouvera pas. Donc, on n'a pas de modèle aujourd'hui qui ne fonctionne pas sans le pétrole à un moment donné. On peut espérer que le schéma soit de maintenir une activité pétrole, raffinage, pétrochimie, produits chimiques pour ces produits-là. L'autre aspect, il y a le recyclage. Donc ça vient concurrencer des produits type polyéthylène, polystyrène peut-être à demain avec du recyclage. Encore faut-il arriver à capter, à avoir les ressources. C'est toujours le même problème. Pour avoir une usine de recyclage, il faut avoir de la matière première. La matière première, c'est donc le déchet. Aujourd'hui, les filières ne sont pas en place. C'est un des problèmes du recyclage vêtements. Ce que nous dit Cirque, qui porte le projet, c'est que pour faire tourner leur usine, il leur faut du polyester coton. Pas autre chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de filière de tri-vêtements capable de les alimenter. C'est à construire aussi. Donc, ce que nous annonçait l'ADEME, là, donc en coordination des IBAC, c'est qu'ils considèrent qu'il n'y aura plus qu'une raffinerie en France d'ici 15-20 ans. Donc, comment on fait fonctionner tout le reste ? Substitution, les acryliques, simplement pour rien. Dès que vous voyez le mot acrylique dans quelque chose, c'est un ester acrylique à la base. Donc on les trouve dans les peintures, les colles, les revêtements divers et variés. Aujourd'hui, il n'y a aucune vision de recyclage de ces produits-là. Recycler la peinture de façade d'un bâtiment, déjà, généralement, on repeint le bâtiment parce que la peinture est partie. Donc on ne va pas le recycler demain non plus. Donc il y a des questions qui commencent à se poser assez complexes dans ces trajectoires de décarbonation. On ne va pas électrifier un ester acrylique, ça ne marche pas. Donc oui, on commence... On voit les groupes, chacun commence sa réflexion. Là, on les partage à l'échelle de la zone industrielle. Et c'est des schémas qui vont être très, très compliqués à combiner entre les solutions techniques et ce qui est acceptable. Il y a une question là-bas. Merci pour ces éclairages. Bon, l'enjeu, il faudrait le rappeler, la décarbonation, c'est parce qu'il y a un problème environnemental majeur. Qu'on ne va pas reprendre dans les détails, tout le monde le connaît. La présentation qui est faite de la situation, moi, elle me gêne un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais est-ce qu'on pourrait, Monsieur Schouffler, voir le verre une fois à moitié plein ? Quels sont les points sur lesquels on peut se réjouir de tout ce qui a été développé, que ce soit chez ArcelorMittal et d'autres compagnies, d'autres groupes dans la chimie et autres. Ouais, est-ce qu'on ne peut pas inverser le point de vue ? Moi, je pourrais répondre pour essayer de positiver les choses. Technologiquement, on a les solutions. Ce qui manque, c'est les choix politiques pour faire en sorte que ça soit applicable et pour faire en sorte que les institutions françaises et européennes comprennent qu'on n'est pas une île et qu'on n'est pas indépendant du reste du marché. Le CO2 ne s'arrête pas à nos frontières. Et donc, la lutte contre les émissions de CO2 pour les enjeux environnementaux dont vous avez parlé, il doit s'appliquer au niveau du monde. Et vous savez comme moi, par exemple, que politiquement, ça ne passe pas. Les accords de Paris ont été piétinés et aujourd'hui, les plus grands émetteurs de CO2 que sont la Chine ou les États-Unis n'en font plus partie. Donc, il faut la volonté politique de protéger notre industrie contre ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires dans ce domaine. Et si c'est fait, ça marchera. Donc, parce que la technologie est là, parce que la recherche est là, parce que la combinaison entre la recherche industrielle et la recherche universitaire a produit les bonnes solutions. Mais il faut une vraie volonté politique pour que ça marche. Et cette volonté politique, c'est pas simplement dépenser des millions. C'est vraiment faire en sorte que l'Europe soit protégée. Aujourd'hui, vous savez que sur les 27 pays de la Commission européenne, il n'y en a que 12 qui ont voté les taxes contre les importations d'acier chinois et les importations de véhicules chinois. 12. L'Allemagne n'a pas voté parce qu'elle veut être sûre de continuer à vendre des BMW en Chine. On a un vrai problème politique et il faut le comprendre. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre le fil de cette table ronde. Il y aura un temps d'échange aussi pour l'ensemble de vos questions à la fin.
Nel, je vous laisse la parole aussi par rapport à Pont-à-Mousson, Projet, deuxième thématique. Alors peut-être pour prendre un peu de hauteur, parce qu'il y a deux grands émetteurs de CO2 qui ne sont pas présents aujourd'hui. Donc il y a le verre et le ciment aussi, qui sont des industries qui sont aussi très émetteurs. Il se trouve que Saint-Gobain produit ou utilise ces produits. Donc c'est vrai que technologiquement, il y a des domaines qui sont très difficiles à décarboner. Le verre, par exemple, pour revenir à la question de Thibaut Quatreveau, il y a à la fois le gaz utilisé pour chauffer, mais aussi les matières carbonatées, comme le carbonate de sodium produit par Solvay Novacarb, pas très loin d'ici. Il y a du calcaire, donc voilà, il y a des émissions de CO2 liées aux matières premières, donc c'est difficile. Donc il y a des grands projets, d'ailleurs une joint venture entre Saint-Gobain et Asahi Glass en République tchèque. On a construit une usine, parce qu'il y a aussi des vraies questions technologiques d'interaction, oxydation, réduction entre l'atmosphère et puis le bain du verre, donc il y a des vraies questions. Sur le ciment, c'est assez intéressant, ça va être la transition pour revenir vers la métallurgie. Le ciment, il y a différents types de ciment, et en partie c'est le clinker qui va émettre le CO2, il y a le contenu de carbone. Donc c'est du calcaire qui est brûlé pour faire de la chaux vive. Et ce clinker peut être remplacé par des laitiers de haut fourneau. Et souvent, c'est le cas. Donc, ça s'appelle du ciment à SEM3. Et d'ailleurs, PAM achète plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an. Mais demain, s'il y a de moins en moins de haut fourneau, il y a de moins en moins de laitiers de haut fourneau, il y a de moins en moins de substituts au clinker. Et donc, ça veut dire que par ricochet, il y aura peut-être un effet. Donc, les cimentiers qui ont du mal à décarboner, parce qu'également avec des matières premières carbonatées, plus les fours qui chauffent, des substituts vont disparaître parce qu'il y a une transition ailleurs. Donc, c'est un sujet, un écosystème quand même complexe, même s'il y a beaucoup de travaux en cours pour valoriser les laitiers qui viennent des fours électriques. Pour maintenant revenir peut-être en partie répondre à la question aussi, pour vous donner 3 projets concrets que PAM réalise dans la région. En 2022, donc nous, on a pris le choix de l'électrification. Donc, M. Thériault a parfaitement présenté toutes les options qu'on a explorées aussi au sein de PAM. Nous, on a une production beaucoup moins volumineuse, on va dire, qu'ArcelorMittal. Donc, nous, on a pris le choix de l'électrification pour 2 raisons. De remplacer le coke et le charbon par de l'électricité. On est en France en plus, donc il y a très peu de contenu carbone dans les électrons qui arrivent. Et pour remplacer le minerai de fer, notamment les usines de Pont-à-Mousson, par des matières recyclées, qui est aussi, on pense, vertueux. Le marché de ferraille existe, c'est très concurrentiel. Il n'y a peut-être pas assez de ferraille pour tout le monde, sachant que l'Europe exporte aujourd'hui environ 15 millions de tonnes de ferraille, mais avec tous les projets d'électrification, ça va certainement disparaître. Mais à un autre niveau, on pense pouvoir absorber les matières recyclées dans nos fours. Donc, nous avons commencé en 2022 en installant un four qu'on appelle TOR à l'usine de Pont-à-Mousson. Ce four remplace le haut fourneau numéro 2. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment exposé, clairement, mais on faisait tourner 2 hauts fourneaux, un peu en fonction de la demande et un autre qui tournait en permanence. Donc aujourd'hui, on fait tourner un haut fourneau avec un four électrique qui consomme nos chutes internes et les ferrailles qu'on achète sur le marché. Ce n'est pas une foire électrique, c'est une foire induction. Sans rentrer dans le détail, c'est un peu moins flexible, mais ça nous permet de mettre un peu un pied dans la décarbonation. En 2025, donc cette année, nous avons démarré un 2e four. Donc cette fois-ci, c'est une substitution d'une cubilo, qui est un moyen aussi en fonderie pour chauffer les ferrailles avec du coke aussi. Donc, c'est notre usine de Fougue qui est à une 40aine de kilomètres d'ici, près de Toul. Donc, ce four va être complètement opérationnel à partir de l'année prochaine. Et là, on va arrêter le cubilo. Donc, on aura notre premier site qui est vraiment décarboné, toujours avec l'objectif de recycler des chutes internes et aussi d'acheter des ferrailles sur le marché. Ensuite, le 3e projet, la raison pour laquelle j'ai rejoint PAM en 2022, c'est un projet qui s'appelle Orion, qui est un projet qui vise à remplacer les 2 hauts fourneaux qui restent, parce qu'il y en a un qui est en veille et l'autre qui est opérationnel, donc les derniers hauts fourneaux de Lorraine, mais les remplacer par autre chose. Et cette autre chose, ce sera une foire électrique. Donc ce projet avance depuis 2023. C'est l'année on a choisi l'électrification par rapport aux autres options qui ont été présentées. Il y a une équipe maintenant d'une 20aine de personnes qui travaillent sur le projet, sur la partie exécution, donc génie civil, construction des bâtiments. On vient tout juste de déposer notre dossier d'autorisation. Et si vous habitez à Pont-à-Mousson, Blénonie-Pont-à-Mousson, vous allez être consulté parce que vous avez 3 mois pour donner un avis positif, n'est-ce pas, sur notre projet. En tout cas, la consultation vient de commencer hier, donc vous avez encore 2 mois, plus de 2 mois et demi. Donc ce projet est réel et concret. C'est un projet qui est très coûteux, coûteux pour PAM à notre niveau et aussi coûteux pour tout le niveau Saint-Gobain, qui va permettre de remplacer les hauts fourneaux par un four électrique qui est beaucoup plus flexible, qui va nous permettre de fondre, d'avoir une grande flexibilité dans notre production, dans le choix des matières premières. Il y a toujours les questions de disponibilité et de prix d'électricité, bien sûr. Donc, il y a des discussions entre nous et EDF pour garantir la disponibilité et un prix acceptable. Donc, ce projet-là est concret. Ce projet-là est accompagné parce que, contrairement à nos cousins sidérurgistes, nous, on fait la fonte et on utilise la fonte. Donc, on ne souhaite pas enlever le carbone de la fonte. C'est vraiment une des grandes différences entre carbone entre fonte et acier. C'est nous, on a
4% de carbone, 2% de silicium. Or, les sidérurgistes, ils sont en étape exprès pour oxyder ce carbone et l'enlever. Donc, nous, on va faire des choses à l'envers, comme on aime faire. On va fondre de l'acier qui vient des ferrailles et on va injecter du charbon dans le four pour faire de la fonte à la fin. Et l'idée, voilà, donc il y a tout un enjeu R&D technique. On a également un projet qui est soutenu par la région, je ne l'ai pas précisé, pardon, l'État et l'ADEME nous soutiennent sur la partie CAPEX industrielle et on est soutenu par la région Grand Est. On a un projet de 10 millions d'euros qui vise, avec 3 pistes, mieux comprendre les ferrailles, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment acheteur de ferrailles, mieux maîtriser le procédé EF, parce que même si c'est un procédé, four-arc électrique, pardon, même si c'est un procédé qui existe depuis son invention par Schneider et puis plus industriellement des années 50-60, c'est pas un outil qui est classique pour la fonderie, on va dire. Et troisième, c'est comprendre l'impact des impuretés qui sont présents, comme c'était présenté, sur la fonte, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes sensibilités. On est plutôt à l'inverse. Donc, nous, on est très sensible aux éléments qui sont plutôt des éléments d'alliage pour les sidérurgistes, comme le manganèse, le chrome. Et on est peu sensible au cuivre, qui est plutôt un poison pour pas mal de produits à plat. Donc, voilà. Donc, ça, c'est 3 projets concrets qui voient les jours. Avec ça, tous les sites de Pont-à-Mousson en France, dans la région, tous nos sites sont dans la région de Grand Est et à 40 ou 50 km d'ici, de toute façon, seront décarbonés, avec bien évidemment l'objectif d'aller plus loin, parce qu'on ne va pas arriver à 0 grammes de carbone qui sortent de nos usines. Donc là, ce sera le défi entre 2030, je n'ai pas dit, mais ce projet va voir le jour en 2030, 2029, le démarrage et 2030 être complètement opérationnel. Entre 2030 et 2050, c'est un engagement net zéro avec notre actionnaire, le groupe Saint-Gobain. Bien évidemment, il y aura d'autres travaux et d'autres aventures, j'ai envie de dire, en R&D, en technique, pour atteindre cet objectif qui est effectivement très ambitieux, même quand les technologies existent, comme c'est le cas pour la métallurgie. Merci beaucoup, Naé. Alors, si je reviens un peu sur les pistes que vous avez évoquées, en tout cas les activités sur lesquelles vous êtes pour décarboner, finalement, on va retrouver 2 grands leviers. Le premier, c'est le recyclage. Donc, on va s'attaquer vraiment à ce qui est disponible à l'heure actuelle et comment on va pouvoir le recycler. Le recyclage est quasiment tout le temps plus vertueux sur le plan environnemental, plutôt que d'aller taper dans les produits miniers ou les hydrocarbures, hein, selon les secteurs. Et puis le second, c'est vraiment la technologie de rupture qui, comme l'EF, entre autres, réadaptée à la fonte, par exemple, ou l'électrolyse, pour cette fois-ci aller transformer la matière première, la mine, entre autres, pour ce qui concerne le fer, mais de manière à émettre très peu de CO2, voire plus du tout. Donc, c'est vraiment ces pistes complémentaires, sachant que dans 50 ans ou 100 ans, les gisements seront plus forcément les mêmes et que de toute façon, le recyclage deviendra aussi une réalité par rapport à l'activité dans laquelle vous êtes impliqués. Concernant donc, je propose de passer à la dernière thématique de cette table ronde sur la formation. Alors, Madame Leleu, qu'est-ce que ça a pu vous inspirer, cette discussion sur ces besoins, en tout cas ces projets d'évolution de cette industrie? Alors, on est sur des confrontations entre modèle économique, innovation et projection sur une décarbonation de l'industrie. Pour autant, nous avons la chance d'être dans une région qui est une région Grand Est, pour lesquelles on a, en matière de production d'énergie, l'ensemble des acteurs et l'ensemble des énergies tant nucléaires, renouvelables, dont entre autres l'hydrogène que vous avez cité, qui sont bien présentes sur notre territoire. Vous dites, en matière de technologie, en matière de recherche, en matière d'ingénierie, nous avons la chance aussi de bénéficier de chercheurs et d'écoles qui sont prêtes à accompagner, ou en tout cas d'aller vers cette transformation. Et c'est aussi un des terreaux les plus importants, qui sont celles des ressources et des ressources humaines qui vont concourir à accompagner et aller vers un modèle, comme vous l'avez si bien dit, qui doit s'inscrire dans une forme de grande agilité. Cette agilité, elle s'inscrit dans des décisions politiques, vous l'avez cité, mais elle s'inscrit aussi dans notre capacité à réduire le temps qui permettra de rendre efficace ou efficient l'ensemble des ressources humaines qui vont se mobiliser à cette destination. S'il y a un des éléments sur lesquels on peut s'appuyer, c'est ce tissu qui existe déjà en région Grand Est, qui, lui, forme des talents qui ont l'ambition demain de répondre à ces enjeux. Je pense que c'est important qu'on puisse en avoir collégialement et collectivement cette conscience, parce que même si parfois nous avons été confrontés à des générations X, Y, Z, fort souvent décriées et qui ont amené nos ressources humaines à s'interroger sur la façon avec laquelle on peut conduire des équipes, il en demeure pas moins
qu'ils nourrissent un certain nombre d'appétences et de capacités à pouvoir répondre aux enjeux en question. Vous parlez d'anecdotes sur le CO2. Je vais vous donner une autre anecdote. C'est celle il n'y a pas si longtemps que ça, de croiser un collégien et un lycéen qui regardaient sur leur téléphone portable les émissions de CO2 dans le monde et les émissions de CO2 en France et sur leur région. Il y a encore quelques années de ça, c'était pas un sujet. On n'avait pas ces applications. C'était quelque chose pour lesquels on devait sensibiliser dans le cadre des avancées techniques et des avancées technologiques. Or, c'est un sujet qui, à l'heure actuelle, est quelque chose qui leur parle. Le deuxième point, c'est que nous travaillons ensemble, du niveau d'ingénieur jusqu'à l'ouvrier spécialisé. Et donc, nous apprenons ensemble à pouvoir se comprendre, à pouvoir mettre en œuvre. Je vais utiliser une expérience qui se fait dans le cadre de l'énergie nucléaire, notamment parce que je vous avoue que dans le cadre de ce campus, on s'intéresse aux transitions énergétiques et donc dedans, on a bien l'énergie nucléaire, les techniques avancées, les services énergétiques et la décarbonation de l'industrie. Et dans ce cadre-là, on confronte sur un projet commun des apprenants de formations différentes qui vont d'ingénieurs à techniciens à bac pro professionnel. Et l'ensemble des partenaires qui concourent, qui sont bien présents, qui sont du monde économique, qui sont des institutions comme la région académique Grand Est, dont l'Université de Lorraine et les établissements ou les organismes de formation, qui sont les partenaires entrepreneuriaux, réfléchissent aux compétences qu'il serait bon de développer demain. La difficulté, c'est que nous sommes en train de les écrire. Et donc, nous sommes obligés d'avancer ensemble sur une communication et sur une capacité à nous comprendre, sur des termes parfois qui paraissent différents, mais qui sont si proches, et de rapprocher le monde de la recherche à la façon avec laquelle, après, on va pouvoir décliner ça sur des compétences nécessaires, métiers de demain. Un monde qui s'invente, c'est un monde expérimental et oui, qui demande une énergie humaine, technique et financière importante. Mais tous ensemble, en tout cas, c'est un challenge qu'on a décidé de relever, me semble-t-il. Alors vous parliez y a-t-il des choses positives dans la façon avec laquelle on peut regarder l'avenir ? Je crois que la mobilisation de tous, c'est déjà un élément des plus positifs. Merci beaucoup. Alors, effectivement, parce que je trouve que l'on vit une période relativement compliquée, mais avec ma casquette d'ingénieur et de chercheur, je trouve qu'elle est extrêmement stimulante intellectuellement sur ces évolutions. On a cette période où on doit réinventer les choses et proposer du coup cet avenir qui serait plus désirable. Concernant les formations au niveau de vos industries respectives, avez-vous identifié des nouveaux besoins ou des nouveaux métiers par rapport à vos projets d'évolution? Je peux le faire rapidement juste par rapport au projet. Oui, effectivement, le fait de passer du coq à l'électricité, ça va nécessiter des compétences que nous n'avons pas forcément en interne, comme l'électricité haute tension. Bon, on a un petit peu, mais pas assez. Et donc, justement, dans la construction de l'équipe qui mène notre projet Orion, nous avons décidé de construire une équipe mixte interne-externe, parce que c'est un projet un peu one-shot pour nous. Donc, pour avoir des compétences en génie civil, même des compétences soft, entre guillemets, comme gestion de projet, pour renforcer ces compétences, on a pris des personnes externes en électricité avec l'objectif soit d'intégrer ces personnes, soit de transmettre leurs connaissances et leur expérience de grands projets ou dans ce domaine à nos équipes dès la phase de projet de la transition. Et ensuite, nous avons déjà engagé les formations pour le personnel parce que notre constat, c'est les compétences sont là. On est même en train de nommer individuellement cette personne va jouer ce rôle dans l'avenir de l'usine. Mais il y aura besoin de beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de prise de décision, certainement au niveau un petit peu plus élevé pour ne pas avoir à appeler le chef de four toutes les 5 minutes parce que effectivement une four électrique réagit à la minute et au fourneau c'est plutôt toutes les 8 heures. Donc c'est à la fois renforcer les connaissances dans les procédés, dans l'électricité, c'est aussi changer
un peu la prise de poste de la personne et l'approche de la personne pour avoir les personnes, voilà, comme je dis, plus autonomes, plus indépendants et capables, voilà, de prendre des bonnes décisions. Donc c'est une double, et ça a déjà commencé pour nous, même si le four sera en place qu'en 2029, on a déjà engagé ce processus parce que c'est long, ces personnes sont postées, il faut libérer du temps, donc c'est aussi un processus qui prend du temps. Monsieur Thirion, Oui, dans ce domaine des compétences, la décarbonation déjà va toucher tout le monde, va toucher toutes les catégories de l'entreprise, et donc c'est quelque chose qui diffuse à l'intérieur d'une autre entreprise et qui demande des formations spécifiques dont vous avez parlé, madame. Il y a un domaine, par exemple, que je voudrais mettre en avant, c'est l'analyse du cycle de vie, qui est un domaine absolument fondamental dans cette problématique de la décarbonation. L'analyse du cycle de vie, ça consiste à calculer les émissions de carbone, non pas simplement de votre entreprise, mais de toute la chaîne industrielle. Juste un exemple, la Chine, par exemple, politiquement, a réussi à électrifier massivement les deux roues. Aujourd'hui, il est interdit de vendre en Chine des deux roues avec des moteurs thermiques. Ça, c'est quelque chose de très positif sur le plan du principe qui contribue à dépolluer les grandes villes chinoises. Mais le problème, c'est que l'électricité, elle vient massivement des centrales à charbon. Donc, vous avez des émissions de CO2 dans tout le pays. L'analyse du cycle de vie, c'est ça. C'est faire en sorte qu'on puisse intégrer l'ensemble des émissions de CO2 sur l'ensemble de la chaîne industrielle. C'est ce qui évite aux industriels de faire des erreurs fondamentale. Quand l'Europe a poussé les constructeurs à aller très très vite vers l'électrification des véhicules, elle a juste oublié que les batteries venaient massivement de Chine et qu'on ne savait pas les recycler. C'est très bien d'électrifier les véhicules, mais il fallait développer des filières en Europe de fabrication de batteries et il fallait développer des filières de recyclage des batteries. Donc l'analyse du cycle de vie est quelque chose de fondamental et il y a une grosse pénurie d'ingénieurs dans le domaine de cette analyse du cycle de vie. Très honnêtement, même nous, on trouve très peu de candidats en Europe occidentale et il faut aller très loin pour trouver des personnes dans ces domaines. Un autre exemple aussi est que il faut renforcer le lien et vous en mettre le symbole, le lien entre l'industrie et les organismes de formation au sens large. Nous travaillons avec madame, nous avons aussi une bonne expérience dont je voudrais parler en lien avec les arts et métiers de Metz et avec nos collègues de Vinci. Nous avons créé l'année dernière un institut qui s'appelle Institut des matériaux et de l'énergie pour pouvoir adapter les formations à nos propres besoins, les besoins de Vinci et les nôtres. Je crois que le côté très positif de ce qui se passe dans cet institut de formation, c'est que on mélange l'expertise en matière de pédagogie d'une école comme les arts et métiers de Metz avec notre expertise technique, c'est-à-dire que nos ingénieurs contribuent à faire les formations et à les adapter à nos propres besoins. Et ça, c'est un modèle, je pense, qui est très valable et qui mérite de se renouveler. Et puis, un dernier commentaire, si vous me le permettez. Malgré tout, on a une difficulté à attirer les jeunes d'une manière générale dans l'industrie. C'est un peu contradictoire parce qu'à la fois, ils sont très conscients des problématiques environnementales, ils sont très concernés par ces problématiques de décarbonation et en même temps, ils vous disent « ben non, je ne veux pas aller dans l'industrie ». Il y a quelque temps, un jeune avec qui j'échangeais dans une réunion me disait « je ne veux pas venir chez vous parce que je veux faire de l'intelligence artificielle ». Je lui ai dit « mais nous sommes un des plus gros utilisateurs de l'industrie des matériaux en matière d'intelligence artificielle et nous développons des choses extraordinaires. Et donc, en matière de besoin de formation, évidemment, l'intelligence artificielle est quelque chose de très important pour nous. Aujourd'hui, par exemple, on développe des outils par intelligence artificielle qui, par analyse d'images, par exemple, permettent d'analyser le contenu des camions de ferraille. Et par analyse d'images, vous déterminez la qualité des ferrailles simplement en analysant le contenu du camion sans avoir besoin de le décharger ou quoi que ce soit. Donc, c'est le genre d'outils, vous voyez, qui vont être indispensables pour la décarbonation de l'industrie progressivement. Si je peux me permettre, effectivement, le rapprochement des mondes de l'industrie et des mondes de la formation font qu'on est amené à échanger régulièrement sur les nouvelles compétences.
et donc soit à colorer nos formations, soit à apporter des adaptations, c'est-à-dire dans le cadre de leur enseignement, veiller à ce qu'il y ait des compétences et des connaissances qui tiennent compte du domaine industriel dans lequel ils pourraient être amenés à évoluer, soit à les spécialiser sur des données techniques. C'est le cas dans un certain nombre de domaines industriels qui soient ceux que vous avez cités, mais qui sont aussi ceux de l'énergie, avec des habilitations, en tout cas de connaître le milieu sensible dans lequel ils vont pouvoir travailler, et puis former nos formateurs pour qu'eux-mêmes aussi puissent appréhender les compétences de demain. Vous parliez d'attractivité des métiers. Vous avez dans ce que vous dites une relation avec un jeune homme ou une jeune fille, parce que c'est aussi un enjeu de demain, la féminisation des métiers dans l'industrie, pour lesquels il va falloir et pour lesquels on est un grand nombre à s'être déjà mobilisés pour déconstruire tout ce que historiquement ou économiquement, du fait de ces périodes qu'on vient de traverser. Et donc d'apporter une image qui est celle de l'industrie d'aujourd'hui avec les compétences d'aujourd'hui pour un public d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui doivent s'inscrire dans une durée qui ne peut pas être une temporalité immédiate comme on le souhaiterait. Parce que c'est des choses qui ont mis des décennies à se construire en l'état. Donc, ce rapprochement du monde de l'industrie, qui n'a jamais été très éloigné du monde des apprenants et de l'enseignement, mais qui favorise, dans le cadre de rencontres régulières avec des pairs de l'enseignement et des pairs de l'industrie pour apprendre à mieux se connaître, nous permettent de proposer une autre vision de l'industrie à l'ensemble des publics qui vont du collège jusqu'à Bac+8. Et on est dans cette période où ça nous demande beaucoup d'énergie parce que ça mobilise beaucoup de monde pour justement apporter une autre vision qui est celle de la vision d'aujourd'hui et une autre connaissance des métiers. Parce que les métiers dont vous parlez, ce ne sont pas des métiers pour lesquels on avait encore, il y a quelques années en arrière, imaginé ce qu'ils allaient devenir. Donc, ils sont confrontés aussi à ces nouveaux métiers qui allient des compétences transversales et des diplômes différents au profit d'une même fonction qui est le métier en question. On parlait d'agilité. Je crois qu'on est en plein dans ce temps d'agilité pour lesquels les uns et les autres nous nous mobilisons. Et puis enfin, à regret, mais vous m'excuserez d'être une des représentantes féminines autour de cette table. On parle de féminisation des métiers, pas parce que les talents ne sont pas auprès des jeunes femmes, mais parce que aussi, il faut qu'elles aient envie de se saisir de ce nouveau challenge et donc qu'elles soient de plus en plus nombreuses à rejoindre ces métiers qui sont les métiers de l'industrie. J'ai la chance d'être proviseur d'un établissement qui est un établissement d'enseignement technique, général et professionnel. On voit bien qu'il y a encore 3 ans en arrière, j'avais 10% de jeunes filles qui s'inscrivaient dans l'ensemble des formations. Aujourd'hui, j'en ai 20%. Demain, peut-être que nous serons à la parité. Excusez-moi, c'est pas partisan, vous comprendrez, pas du tout, mais... Je remercie. Monsieur Schoufer. Juste une remarque. Dans notre centre de recherche de Mézières, il y a 35% de jeunes femmes quand même. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je crois que tout a été dit. Si pour le regroupement Kémésis, on rencontre les mêmes difficultés. La chimie a du mal à attirer, effectivement. C'est une image qui reste négative. Le message qui est difficile à passer, c'est vous voulez agir pour l'environnement, venez chez nous parce qu'on a des sujets pour nous faire progresser. C'est là qu'il y a du travail. C'est pas en disant il faut de loin que ça va changer. Féminiser, c'est pas facile non plus. Les écoles d'ingénieurs de chimie sont plutôt connues pour avoir des taux de féminisation élevés. Par contre, on ne le retrouve pas dans l'industrie. Les femmes viennent difficilement. Je sais que moi, je suis d'Arkema, les objectifs de féminisation jusqu'au plus haut niveau, mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas les candidates au départ. Comment attirer, comment faire venir, comment convaincre d'aller vers l'industrie. Un des enjeux aussi sur la plateforme, c'est de nouveaux arrivants qui arrivent avec création, comme je parle de cirque, on va dire qu'il va se faire, c'est 200 emplois à créer. Il va falloir trouver du monde dans tous les métiers.
Aussi, pareil, la chimie, c'est pas que des ingénieurs chimie, c'est pas que des chimistes, c'est de la maintenance, c'est de la mécanique, c'est de la RH, c'est l'intelligence artificielle aussi qui arrive, c'est tous ces métiers-là. Et ça, c'est souvent mal compris, mal perçu. Ouais. Donc, Kemesis, on a toujours un regroupement industriel, on a une organisation en groupe de travail, en particulier côté RH aussi, pour promouvoir et avoir des démarches communes pour promouvoir l'image de la chimie que chacun faisait avant et qu'on essaye au maximum de mettre en commun pour être plus efficace et avoir une meilleure force de frappe et se faire connaître dans les établissements, dans les parcours, pour attirer du monde parce que c'est compliqué. Merci beaucoup de nous redonner confiance dans l'avenir avec les projets de décarbonation. Mais il y a un sujet qui cristallise toutes les interrogations, c'est l'attitude des constructeurs automobiles qui ont un argumentaire bancal qu'ils essayent d'ériger en dialectique. On l'a connu l'argumentaire, c'est le diesel, c'est bon pour la santé. Voyez le Dieselgate. Le deuxième argumentaire, c'est les constructeurs de voitures électriques vont faire faillite la semaine prochaine. Ça fait 14 ans qu'on dit ça de Tesla. Le troisième argumentaire, c'est que on n'aura jamais assez d'électricité, alors qu'on ne sait pas quoi en faire de l'électricité qu'on produit. On la revend à vil prix aux Allemands. Dans le même ordre d'idée, on n'aura jamais assez de lithium. Les chaînes de batteries tournent à plein tube. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de l'avenir de l'industrie automobile? Est-ce qu'elle cherche à avoir une mort lente mais inéluctable? Est-ce que d'ores et déjà, elle a décidé qu'elle avait perdu le combat par rapport à l'industrie chinoise? Ouais, il nous manque un industriel de l'automobile, mais monsieur Thierry, moi, si vous voulez tenter de... Je peux répondre peut-être pour eux que je rencontre souvent. C'est une question surtout d'offre et de demande, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire, et ils l'ont fait, à s'adapter au développement des véhicules électriques. Le problème est souvent un problème de réglementation. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en Europe, et ce n'est qu'en Europe que ça existe, lorsque l'on développe une voiture aujourd'hui, 25% du coût est lié aux réglementations des 2 ans précédents. Donc, on pénalise par des décisions réglementaires en permanence la compétitivité des constructeurs automobiles. Après, vous avez un problème d'offre et de demande, c'est que l'électrification, elle s'est décidée politiquement, elle ne s'est pas décidée au niveau du grand public au final. Et malgré tous les efforts de développement de véhicules électriques, aujourd'hui, moins de 20% des véhicules achetés sont tout électriques. Tout simplement parce que le grand public n'est pas prêt à payer aussi cher, ça coûte plus cher qu'avant. Parce que dans certains pays européens, il n'y a pas les infrastructures. En France, on a une des meilleures infrastructures en matière de rechargement. Vous traversez la Pologne ou vous traversez le sud de l'Espagne, vous ne trouvez pas une borne de recharge. Il faut que les politiques aillent jusqu'au bout de leur logique et assurent le développement de ces problématiques. Et aujourd'hui, encore une fois, est-ce qu'ils ont renoncé par rapport aux constructeurs chinois? J'espère que non. Mais il y a un dynamisme certain en matière de développement de l'automobile en Chine. Aujourd'hui, un véhicule en Chine se développe en moins de 18 mois. En Europe, c'était 4 ans et encore quelques années, si vous voulez. Donc, il y a un vrai dynamisme qui fait que c'est compliqué de lutter contre les Chinois. Mais là encore, les constructeurs européens ont besoin d'être beaucoup aidés. Vous parliez tout à l'heure du mécanisme de carbone aux frontières qui va nous aider. Potentiellement, on l'espère tous parce que ce mécanisme, il est censé rééquilibrer un petit peu les règles de la concurrence en faisant en sorte que les exportateurs vers l'Europe de voitures ou d'acier ou d'autres matériaux vont payer des taxes carbone un petit peu comme nous. Mais d'ores et déjà, on sait que le mécanisme est insuffisant. Je vous donne un exemple. Pour fabriquer un véhicule électrique, vous avez besoin de ce que l'on appelle des aciers magnétiques, des aciers électriques. ArcelorMittal est en train d'ouvrir une 2e usine à Mardic, près de Dunkerque, sur ces aciers électriques. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Grâce à ce mécanisme, les exportateurs chinois vont avoir beaucoup plus de mal d'exporter de l'acier électrique vers l'Europe, et ça, c'est positif. Mais immédiatement, ils vont pouvoir contourner, et au lieu d'envoyer des aciers électriques, ils vont envoyer des parties entières de moteurs. Et ça, c'est pas couvert.
par le mécanisme aux frontières. Donc à nouveau, ils vont contourner les règles qui sont mises et je pense que c'est valable dans toutes nos industries, ce genre de choses. Encore une fois, c'est la réglementation qui perturbe toute la compétitivité industrielle en Europe. Annette Lexa, membre de l'ANM et ALS. Je voulais juste apporter un témoignage complémentaire d'une industrie, une vieille industrie lorraine, l'industrie textile. Pourquoi je voulais en parler? Parce que j'ai été nommée expert par 2 fois en une dizaine d'années auprès des tribunaux au sujet d'un problème d'impact environnemental et d'émissions atmosphériques. Donc je voulais témoigner parce qu'on parlait de décarbonation. Alors c'est une des dernières industries textiles vosgiennes et j'ai été surprise de constater, donc à une dizaine d'années d'écart, en exigeant des analyses dans le cadre d'un procès et pour avoir analysé dans le détail le fonctionnement de l'industrie en question, c'est qu'elle était extrêmement plus polluante du tout, c'était terminé. Si par le passé, ça a été des industries extrêmement polluantes, aussi bien par l'eau que par l'air, aujourd'hui, alors ça c'est une industrie qui travaille avec des tissus, notamment des cotons, c'est pas des textiles synthétiques, c'est des tissus qui viennent de pays forts producteurs de coton extrêmement, alors en Kazakhstan, en Inde, etc. C'est une industrie qui transforme, adoucit les textiles pour en faire du tissu pour l'hôtellerie principalement. Et en matière d'émissions, je voulais témoigner que par la force des choses, l'industrie textile est obligée là, depuis cette année, d'appliquer les meilleures technologies disponibles imposées par l'Union européenne. Et force est de constater qu'il y a eu un abattement extrêmement considérable des émissions carbonées, COV, CO, COV, oxyde, également azote. Alors pourquoi? Parce que c'est une industrie qui fonctionne avec du gaz. Donc, elle a fait un énorme travail de maîtrise des émissions avec son fournisseur de gaz et ses chaudières, mais également un énorme travail de substitution des produits et des process. Donc, énormément de produits qui ont été vraiment supprimés, transformés. Les process également, température également, abaissement des températures. Et aujourd'hui, ce sont des industries qui ne polluent plus. Par contre, et ça je le sais malheureusement, c'est une industrie qui ne peut pas concurrencer d'autres pays européens, particulièrement le Portugal. Et ça se joue à quelques dizaines de centimes d'euros la tonne de produits. Et il est fort probable que ce soit une entreprise qui finira par fermer parce qu'elle a de la concurrence au sein même de l'Union européenne. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup pour votre témoignage.